Bienvenue dans l'émission La Grande Interview, deuxième édition pour cette année ici au Congo, à Brazzaville, à MNTV. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons quelqu'un qui s'intéresse pas uniquement à la politique. Peut-être aujourd'hui il va faire son coming out, dont il va nous dire si le fait qu'il est chef de projet, dont il s'intéresse au développement, ce n'est pas une manière déguisée de s'introduire dans la sphère politique. Il se nomme Florent Blaise Kounkou. Soyez les bienvenus. Merci. D'accord. Alors, monsieur Blaise Kounkou, quand vous dites que vous êtes chef de projet de quoi? Je suis chef de projet de la microcentrale hydroélectrique de Ngoyo, c'est-à-dire chef de projet de l'électrification rurale. D'accord, électrification rurale. Pour ceux qui ne connaissent pas Ngoyo, parce que Ngoyo, ce n'est pas Brazzaville, hein? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Ngoyo est situé où? Ngoyo est situé dans le département du Poul, dans le district de Loumou, et dans la partie en allant vers la RDC. La RDC? Oui. Donc, c'est les gens qui ont double nationalité, peut-être, les gens qui sont de là-bas? Bon, étant frontalier, c'est possible que quelques personnes se retrouvent de l'autre côté et de l'autre, parce que quand on a fait les frontières, ça se passe en Europe et nous étions en Afrique. D'accord, ok, ça c'est intéressant. Alors, votre formation, vous êtes historien, vous êtes quoi, votre formation de base? Je suis informaticien de carrière et je me suis intéressé au développement et je me suis impliqué dans le développement des microcentrales hydroélectriques, en milieu rural surtout. Microcentrales hydroélectriques, donc c'est pour aider au plan de boulevard énergétique que le président Denis Sassou Nguesso avait mis en marche. Oui, effectivement, parce que quand on parle de boulevard énergétique, c'est pour, comme nous parlons, bon, je prends donc en partant de l'informatique qui est mon domaine, quand nous parlons de l'Internet, nous disons www. Ça veut dire World Wide Web. Une toile d'araignée. Et au boulevard énergétique, c'est la même chose. Si seulement nous avons Imbulu et nous avons Mukukulu, pendant ce temps, nous avons besoin des petites micro-centrales qu'il faut mettre ce qu'on appelle un réseau interconnecté qui permettent à ce qu'on puisse alimenter certaines zones dont, par exemple, Imbulu ne peut pas alimenter, dont, par exemple, Mukukulu ne peut pas alimenter pour des raisons de distance. Parce que la production de l'électricité, c'est autre chose et la distribution en est une autre. Et la distribution joue avec les distances. Or, si nous avons donc quelques entités indépendantes, donc une microcentrale par exemple de 1 méga, qui est en train de fonctionner juste pour alimenter une zone rurale, mais qui est interconnectée, ça permet lorsqu'il y a défaillance, le fait qu'il y ait un boulevard énergétique qui les récupère, comme nous récupérons une information qui est dans un serveur qui n'est pas dans notre pays. D'accord. Donc, en quelque sorte, votre projet, vous contribuez à la réalisation de ce projet, grand projet d'auto, non, on appelle ça boulevard énergétique. Oui, ça fait partie d'un maillon qui vient se connecter pour un boulevard énergétique. Alors, depuis quand ce projet existe? Bon, nous avons commencé en 2008. On a été en entretien avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui nous a confié 3 sites, dont le plus proche de Brazzaville était Ngoyo, dans le département du Poul, dans le district de Lungui. Alors, on s'est aventuré en remarquant déjà qu'il y avait du matériel. Et il fallait d'abord, en 2008, nous avons d'abord contacté la population pour essayer, parce que ce n'est toujours pas facile qu'ils acceptent quelqu'un qui arrive pour le développement, parce qu'il y a un peu de la superstition. On ne sait pas de quoi tu viens, qu'est-ce que tu vas faire par derrière. On est parti d'abord pour essayer de présenter le projet à la population. Et lorsque la population a donné le feu vert, on a amené le compte rendu chez le ministre en charge, donc le ministre Jean-Richard Bruno Itoa, qui lui nous a enfin, en 2009, en avril 2009,
fait commande pour la réalisation de la des études de faisabilité de la microcentrale hydroélectrique d'Ongoyo. D'accord. Mais quelque part, quand vous dites quand vous êtes allé là-bas, les gens se posent des questions. Si vous êtes venu réellement pour faire ce que vous aviez fait ou que vous prônez de faire, donc les gens sont suspicieux. Pourquoi les gens doivent être suspicieux quand vous êtes de là-bas, j'imagine. Vous allez là-bas, pourquoi ils vont vous suspecter? Est-ce que vous les avez déjà trompés et puis ils vous voient encore, ils ont peur? Monsieur les journalistes, c'est gênant de le dire, mais peut-être pas pour défendre la localité, mais je pense que le matériel existant sur place n'est plus au complet. Et ça peut mettre la population en réticence. Quand une personne arrive, on peut toujours se dire, on avait du matériel, des gens sont arrivés ici, on dirait que ce n'est plus au complet. Et quand vous arrivez, il faut qu'ils aient la preuve. Ce qui faisait que, moi, quand j'arrive, il me fallait une lettre signée du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui prouve que je viens pour le compte du gouvernement. Leur rassurer que c'est le chef de l'État qui y tient. Donc avant, il y avait un projet qui n'a jamais été fait. Puisque le matériel est là depuis février 1997. Par après, il y a eu quelques complications dans notre pays. Oui, quelques complications. Donc quoi, par exemple? Il y a eu des troubles aux poules. Il y a eu des troubles aux poules. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que j'aimerais bien penser ma plaie, ne plus y parler. C'est quelque chose qui est arrivé, qui a retardé beaucoup de choses. Parce que si un matériel arrive en 97, pour moi, je me retrouve là-bas en 2008, et renégocier, c'est un retard, 10 ans de retard. 10 ans de retard. Pourquoi vous pensez qu'il fallait venir avec une lettre du président de la République? Donc, il ne croit pas au président de la République. Alors, il faut apporter une preuve. Ce sont les gens des tontons. C'est un groupe de Saint-Thomas. Bon, je ne pense peut-être pas que ce soit directement comme ça. Oui. Mais je pense, vu ce qui est arrivé, d'accord? Oui. Donc, je ne voudrais pas parler de cette petite guerre, mais cette guerre a fait que chacun se méfie de chacun. Il faut bien quelqu'un qui arrive, qui vous parle de quelque chose, vous vous dites, bon, il y a eu la guerre. Nous sommes maintenant en position, enfin, je prends cette population. Cette population est plus ou moins rétractée sous les effets de ce qu'on a enduré. Et que quelqu'un débarque, il faut bien, même si c'est un des leurs, qu'il leur explique exactement, je ne viens pas pour subtiliser ce matériel-là et la porter là où c'est plus accessible, mais plutôt je viens pour faire une continuité de cela, et parce que ce n'est pas que les autorités vous ont abandonné, ils en savent quelque chose, mais vu ce qui s'est passé, il faut bien quelqu'un qui arrive et qui essaie de négocier. Pourquoi ils peuvent penser que les autorités, pourquoi ils peuvent avoir une suspicion sur les autorités? Pourquoi ils peuvent avoir une suspicion sur les autorités? Oui. Non. Je n'ai pas dit qu'ils ont une suspicion sur les autorités. Mais vous avez dit qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression que l'autorité les ait abandonnés. Mais si c'est un projet qui est là depuis 87, c'est vous qui avez dit 97. 97. Jusqu'en 2011. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ont raison de dire que peut-être vous étiez un envoyé de trop? Je peux répondre à cette question. Je pense... C'est le pourquoi vous êtes là. Oui, je vais répondre. Répondez. Monsieur le journaliste, personnellement, je suis dans le projet. J'ai la commande depuis 2009. Oui. Cette commande se retrouve dans le budget d'investissement 2009. Le budget d'investissement 2009 est clôturé. Oui. Je ne suis pas payé. Alors que j'ai payé, par exemple, mes 2%. Oui. Chaque fois qu'il y a échec, oui, un homme digne doit chercher le pourquoi de son échec. Parce que c'est l'échec qui va faire qu'il avance. Il y a une opportunité pour le budget 2010. La ligne budgétaire est reconduite. Et quand on reconduit cette ligne, vous vous rendez compte qu'en 2010,
vous avez aussi des complications pour rentrer dans vos fonds, alors que quand vous regardez la lettre du ministre des Finances, sa première lettre de... Quel ministre des Finances? L'actuel ministre des Finances, le ministre Gilbert Ondongo. Ah, d'accord. Quand vous regardez sa lettre de janvier pour le budget 2010, il dit les marchés exécutés en 2009 sont reconduits en priorité en 2010. Et je suis en 2010 jusqu'en juillet, ce n'est pas fait. Moi, je dois donner une information à les populations. Et les populations, justement, quand nous sommes devant un frein, commencent à se dire bon, mais pourquoi tu es bloqué? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que tu ne sais pas négocier? Qu'est-ce qui se passe? En 2010, novembre 2010, tout est fini. Donc, la Direction générale du contrôle des marchés publics a vérifié que les études ont été livrées. Jusqu'en 2011, tout le premier semestre est fini. Vous ne recevez rien. On descend donc sur place pour essayer de dire à la population non. C'est vrai qu'il y a ça coince, mais on va forcer. Parce que, je vais vous dire, j'ai un principe, je me dis, on s'exagère la durée de l'épreuve au point de s'y dérober, alors que le courage consiste simplement à se conduire avec les difficultés comme si les difficultés n'existaient pas. Et c'est ce que je fais. Je me dis, on finira par payer. Ça a été livré, les études de faisabilité sont livrées. Oui. On a payé les 2% du marché. Oui. Nous avons payé le contrôle de la DGSMP. Je sous-entends, avec un peu de volonté, ça va se faire. Donc la réticence peut venir des explications que nous, quand on manque d'explications à donner à la population aussi devient réticente. Se dit, mais pourquoi le monsieur n'explique pas clairement? Voilà. Mais je vais avant de revenir, pourquoi le monsieur n'explique pas clairement? Peut-être parce que vous ne les expliquez pas clairement et qu'il y a un problème. J'ai un papier ici, je vais vous lire pour voir pourquoi je pense. Vous allez me dire le contraire peut-être. Alors, il y a la municipalisation accélérée dans le pool. Est-ce que vous pensez qu'avec cette municipalisation accélérée, ça va aussi accélérer la construction ou la finition de ce micro-barrage de Ngoyo? Bon. Non. Vous n'êtes pas convaincu, ça ne ferait pas? Non, ce n'est pas que je ne suis pas convaincu. Ah, d'accord. Mais je dis simplement, oui. Pour faire un barrage, on commence par les études de faisabilité. Si déjà les études de faisabilité livrées depuis 2010 ne sont pas payées après tout le semestre de 2011, on se dit la municipalisation ne fera rien. Non, ce n'est pas que ne fera rien. Il faut plutôt qu'on trouve une solution pour qu'il y ait des gens qui en parlent, comme ce que nous faisons ici. Peut-être que ça peut faire que les gens se disent mais attendez, il y a quelque chose qui est déjà où il y a les études. Mais bon, d'accord. On revient maintenant sur ce que vous avez, votre explication tout à l'heure, que les gens ils se posent des questions. Ngoyo et les gens de Komono. À votre, ne mentez pas. Qu'est-ce que les gens vous ont dit quand vous étiez arrivé là-bas? Pendant la guerre? Non, pas pendant la guerre. Maintenant, la guerre est finie depuis 1997. Maintenant, vous m'avez dit, vous avez le budget d'accompagnement, quoi que ce soit, tout a